Nous sommes de retour avec Conversation Noire. Nous avons une autre invitée, Betty Adrien, qui a commencé Black Conversations dans le cadre aussi du mois d'Histoire des Noirs. Elle a aussi le média Black Inspiration, dont elle met en valeur tout ce qui a rapport avec ce qu'on fait au niveau de notre culture. Elle met de l'avant tout ce qui a rapport avec nos communautés noires. Donc, elle va se joindre à cette conversation, elle va apporter son point de vue qui est un peu plus différent par rapport à ce que nous avons déjà vu avec le pasteur Cornelius. Et il va continuer dans la conversation avec nous où est-ce que nous allons aborder d'autres sous-thèmes avec le mot nègre. Donc, Betty, merci d'être venue. C'est un Merci plaisir de pour t'accueillir. l'invitation, Jenny. Merci pour Alors, l'invitation. ça me fait plaisir. Donc, nous allons continuer la conversation que nous avons déjà débutée Oui, avec le docteur Junior Cornelius. Alors, toi, oui. on est rendu avec le N-word. Mhm. Comment tu peux amener ta perception par rapport à ce que tu as vécu, où tu viens, d'où tu viens et comment c'est perçu? euh, Oui, ben écoute, Jenny, comme tu le sais, bon, je suis une Haïtienne tout d'abord, née en Haïti, mais j'ai grandi en Amérique latine, plus particulièrement au Venezuela. Donc, je suis arrivée au Venezuela à l'âge de 4 ans avec ma famille. J'ai deux frères qui sont un petit peu plus jeunes que moi, qui sont nés là-bas. Donc, juste pour mettre en contexte, aux alentours des années 80, il y a eu une forte immigration d'Haïtiens qui ont voyagé au Venezuela à cause des opportunités. Donc, ma famille en faisait partie. Et au moment où on se parle, en 2026, on est rendu à la deuxième génération d'Haïtiens. Donc, il y a des Haïtiens de 20, 30 ans qui sont nés là-bas. Donc, le contexte dans lequel j'ai entendu le mot nègre les premières fois quand j'étais jeune, c'est évidemment au Venezuela, parce que c'est là où j'ai passé au moins une vingtaine d'années. Donc, comment que le mot est perçu par le Vénézuélien? Parce que en Amérique latine, il y a plusieurs pays, comme beaucoup le savent, mais moi, je vais parler du contexte vénézuélien. Chaque pays en Amérique latine a sa culture. Donc, je ne connais pas en particulier les autres cultures des autres pays, mais je connais très bien la culture vénézuélienne. Donc, au Venezuela, quand quelqu'un t'appelle mi negro, il ne va pas juste dire negro, ça dépend. La plupart du temps, il va dire mi negro, mi negra. C'est un mot de bienveillance la plupart du temps. C'est un mot d'amour, si je peux utiliser ce terme. Donc, dans la société, dans la population vénézuélienne, il y a beaucoup de métissage. Il y a une bonne partie de la population qui est noire, afrodescendante, comme dans beaucoup de pays. Il y a eu les Noirs qui ont été amenés là, comme vous savez déjà, kidnappés par l'esclavage. Donc, évidemment, il y a beaucoup de Noirs en Amérique latine et au Venezuela. Donc, mi negro, mi negra, c'est mon noir, ma noire. Et c'est un mot d'appréciation. Souvent dans les familles, ceux qui sont un petit peu plus foncés, la maman ou le mari va dire mi negro, mi negra ou l'inverse. Et puis c'est un mot d'appréciation. Évidemment, il y a le racisme comme dans n'importe quel pays. J'ai été au primaire, au secondaire là-bas. Donc, comme dans toutes les écoles, il y a les enfants qui cherchent les autres enfants, comment on dit en français, qui sont méchants. Donc, c'est sûr que les autres enfants vont dire, oh, la negra, Maria Monitos. Maria Monitos, ça veut dire, c'est un personnage qu'ils ont comme créé. Et puis, bon, vous savez que dans ces pays aussi, on nous coiffe là avec les petites tresses avec les petits nœuds. Et puis, ça arrive que, en tout cas, quand j'étais au primaire, évidemment, là, je ne sais pas aujourd'hui, ça arrive que les enfants, ils appelaient l'autre enfant Maria Monitos, comme Marie avec les les petites petites tresses, tresses. les petites tresses. Donc, comme pour revenir à ce que je disais, oui, il y a le racisme, mais aussi quand on parle de mi negro, mi negra, c'est un mot d'appréciation, Donc, très souvent. si je comprends bien, même en Haïti, on l'utilise, mon, ça c'est nègpam, comme tu Mhm, expliquais. C'est mhm. aussi un mot d'appréciation. Mmh. Oui, c'est un Mmh. mot Oui. d'appréciation Mmh. également.
mais l'intonation de la voix peut vouloir dire, selon le Oui. contexte, Et si le c'est un contexte, registre appréciatif ou dépréciatif. Par exemple, exactement. Vieneg, c'est Vieneg moins. C'est de Nèg femme, l'amitié. nèg Oui, femme. mais si on te dit Vieneg, ça c'est autre chose. Ah, Mais c'est pas quand même aussi connoté qu'ici. On ne réactive pas le passé colonial avec l'utilisation de ce mot. Mm. En Haïti, c'est autre chose. Pour ne pas dire, c'est arrivé ici que je connais ce débat. J'écoutais le rap américain en Haïti. J'ai compris qu'il y avait un problème, mais c'est vraiment arrivé au Canada, j'ai compris le sens du problème où les communautés noires définissent le périmètre de l'utilisation de ce mot. En dehors de ce périmètre, puisque ils considèrent que ce mot, c'est relié à leur passé, à leur histoire. En dehors de ce périmètre, ils estiment que ça leur fait du mal. Alors, bien entendu, est-ce qu'il y a consensus? J'imagine que ceux qui viennent de l'Amérique latine peuvent avoir un registre plus conciliant. Ceux qui viennent d'Haïti sont dans l'universalité du mot qui Mm. désigne tout homme, toute catégorie d'hommes. Donc, ils ont un autre registre Mm. d'appréciation. Et ceux qui sont nés ici, ou bien qui ont grandi ici, ou bien qui sont plus dans la mentalité afro-américaine, la plupart d'entre eux voient dans ce mot C'est comment un mot pour dirais-je? attaquer. Ah C'est un oui, outil pour attaquer oui, l'autre. oui, qui reproduit Au les rapports Québec, de oui. pouvoir. Oui, au Québec. Donc, du coup, un même mot, différents registres de réception, d'appréciation. Et dans la communauté, il y a des gens qui sont partagés, Mm. même s'ils sont nés ici, etc. Donc, la cartographie des sens est importante. L'Amérique latine, ça je viens de l'apprendre aujourd'hui. Haïti, c'est encore un autre registre. Mais ici, on se situe autrement par rapport au mot. Mm. Et je vais juste mhm, ajouter quelque chose. On parlait des États-Unis parce que ce mot aussi est très utilisé aux États-Unis dans la musique et dans la culture, comme tu l'as bien dit, Dr. Clormeus. Présentement, moi, je suis beaucoup ce qu'on appelle le pop culture, donc la culture urbaine, la culture populaire que les 30 ans et moins euh, tournent, gravitent. Et ce que l'on voit avec l'évolution du mot nigger, qui culturellement, on va l'entendre plus quand les Américains le disent mhm, nigga, my nigga, Mhm. comme toi puis moi, mhm. des bonnes amies, on va dire my nigga, my nigga. Donc, même des Blancs sont appelés this nigga Mhm, dans certains contextes, tellement que c'est un mot qui est banalisé dans certains milieux et qui est utilisé juste pour désigner cet homme ou cette personne. Donc, il y a my nigga, on peut voir des Noirs appeler des Blancs. This is my nigga, lui c'est mon ami. Oh, mhm. this nigger. Mais quand il dit this nigger, il parle d'un Blanc. Donc, c'est venu jusqu'au point où ce que le mot nigger est utilisé pour juste désigner ce gars. Un peu comme en Haïti, on dit Ouais, nèg ça. nèg bam. Tiens, un Italien, on va dire, regardez nèg ça, Mhm, blanc. mhm, Et le dernier contexte que je remarque depuis quelques années, c'est que au lieu que les gens disent nigger, ils disent ninja. He's Ah, ninja. Oui, ça c'est dans la culture urbaine. Oui, c'est des mots parce qu'aux États-Unis, ils parlent beaucoup avec le slang, un peu comme au Québec. Il y a un slang, il y a un code culturel urbain qui est très utilisé par les jeunes, ceux de 30 ans, 40 ans. Donc, nigger et maintenant ninja ninja. dans le Ah, dictionnaire urbain. Ninja veut dire nigger. Et un ninja peut être un asiatique, peut être un latino, peut être un noir. Donc, oui, c'est ça wow, l'évolution du mot aux États-Unis. Là, je parle vraiment du contexte américain, pas québécois. wow. Mhm. J'ai une autre sous-question. Est-ce que on est, nous, racistes en parlant des Noirs entre les mêmes Noirs? Oh, c'est Je sûr qu'on l'est. parle plus de... On voit que le racisme, on a toujours ce Mm. rapport blanc versus noir, mais nous, entre noirs.
Alors, je pense que, je suis pas spécialiste de la question, mais le mot raciste s'emploie quand on parle de races différentes. On peut parler de préjugés. C'est Mhm. clair qu'on nourrit beaucoup de préjugés, de colorisme aussi, mais pas de racisme en tant que tel. Mais on va s'entendre que les effets peuvent être les mêmes. Moi, j'ai vu un enfant rejeté par son père parce qu'il était très noir et Son père est noir? son père est noir, mais les autres enfants étaient clairs. Hmm. Ça, Euh, c'est dans une famille dans haïtienne. une famille haïtienne. Donc, elle est stigmatisée dans sa propre famille. Moi, j'ai vu aussi dans le langage courant, je me rappelle un pasteur qui prêchait et puis il a dit, Dieu ne lui a pas donné n'importe qui, non? Dieu lui a donné la plus claire. Ben ça, J'ai c'est du entendu le peuple colorisme. dire Amen. Donc, c'est des valeurs qu'ils ont internalisées. Mm. Ben, c'est normal, c'est le dominé qui s'associe et à ce qui était valorisé dans la période esclavagiste par comment dirais-je, par le dominateur. Plus te rapproches du blanc, plus tu es dans la norme et plus tu es loin, donc dans les critères esthétiques de beauté, plus tu mérites d'être mis à l'écart. Donc ça, c'est institutionnalisé et je pense que plusieurs n'en sont pas sortis. Comme j'avais mon fils et puis quelqu'un me disait, il faut prendre son nez, l'allonger un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut que son nez soit plus long. Oh là Donc, là. du Il ne faut coup, pas qu'il soit aplati. oui, quand c'est plati, c'est comme on est loin des critères de beauté parce que Mm. encore pour nous autres, nos référentiels de beauté, C'est c'est la beauté l'Europe. grecque. Mhm. Comment C'est... dirais-je? Et vous allez regarder les formes que nous valorisons et il y a cette colonisation par Hollywood, ce que nous aimons, ce que nous apprécions, parce que la télé n'est pas un élément neutre dans la distribution des critères, voyez-vous. Donc, nous sommes arrivés à ce stade où des fois, il faut aussi mettre en avant d'autres beautés, d'autres formes, d'autres visions, construire la beauté noire dans sa diversité. Donc, travailler pour l'existence de plateformes sociales qui peuvent promouvoir ce type de beauté. Tout à fait, tout à fait. Mm. Mais par rapport à, on parle de communauté noire, mais on parle de tous les immigrants, on va dire, que ce soit noirs, latinos, noirs caribéens, africains, asiatiques. Tu sais, on parle tous les immigrants entre eux. On subit une forme de violence, ou du moins, on parle souvent du blanc versus le noir, mais entre immigrants, entre les peuples, les différentes communautés, est-ce qu'on ne subit pas aussi cette forme de, tu sais, genre, d'infériorité par rapport à si moi je suis latino-américaine versus je serais africaine, camerounaise ou du moins de notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas ce dynamisme dans nos entre immigrants et immigrants là? Bon. Ben, je te laisse répondre ou je réponds? Vas-y. Ben, c'est sûr que il y a la discrimination entre nous. Si on parle juste des Noirs qui viennent des Antilles et les Noirs qui viennent de l'Afrique, il y a une discrimination. Je pense que ça s'est atténué depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'appartenance et de reconnaissance que même si que je suis née dans les Antilles, mais mes ancêtres viennent d'Afrique. Et par ce fait, je suis africaine moi aussi, même si que je ne suis pas née en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui comprennent mieux le contexte sociopolitique qui fait que on sait d'où on vient. Beaucoup de gens voyagent. L'internet, les communications, la technologie permet de voir comment qu'on habite ailleurs, ce qui fait en sorte qu'on comprend qu'on se ressemble beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à avoir des fréquentations, des amis, des collègues qui viennent de l'Afrique, je voyais chez eux des habitudes et des mœurs que je vois, que je vois chez nous. Comme tu peux le... J'étais comme, Mhm. ah, comment ça, es-tu Ouais. Ah, possible? le Le ouais. Donc, il y a tellement de codes culturels, des habitudes qui sont vraiment les mêmes. La nourriture se ressemble tellement
dans les pays afro. Et quand je dis les pays afro, même dans les pays latino-américains comme le Venezuela, la Colombie et la République dominicaine, il y a des plats, c'est très semblable à ce qu'on mange en Haïti et en Afrique. Donc oui, à la base, quand on ne se connaît pas, on a peur de l'autre. Et il y a aussi le sentiment de supériorité Mm. où un Haïtien, il y a 20 ans, moi j'entendais ça très souvent quand j'étais au secondaire, les Haïtiens qui se pensaient supérieurs, je dis au passé parce que les mentalités ont beaucoup évolué depuis, les Haïtiens qui se pensaient supérieurs que les personnes venant de l'Afrique et vice-versa. Oh, les Africains sont ci, sont pas beaux, ils sont foncés, ils ont le nez ci, ils ont le nez ça. Donc, c'est le colonialisme qui a fait ça, qui a fait qu'on ne connaît pas l'autre, on n'a pas cherché à connaître l'autre et on l'a discriminé en pensant qu'il était inférieur que nous. Donc là, avec le temps, comme j'ai dit, ça a beaucoup évolué. Et on sait on vient tous d'Afrique et on a tous des cultures semblables. On n'est pas pareil, mais on se ressemble beaucoup. Alors, ce qui arrive, c'est que on a oublié nos intersections. Mm. Comme immigrants, nous avons des intersections à travailler. Premièrement, la migration elle-même, ce qu'elle signifie. Mm. Pourquoi c'est nous qui venons? Pourquoi c'est pas eux qui viennent? Mm. Donc, le français, quand il se déplace ici, il n'est pas vécu comme, il vit pas une vie d'immigrant. C'est comme, il est plus un expatrié. Donc, les mots ont leur charge sociale, culturelle. Et vous allez voir cette adaptation dont tu parles. Le Dominicain ici et le Dominicain chez lui. L'Haïtien vit l'expérience immigrante en République dominicaine. Le Dominicain, le combat, c'est l'ennemi à abattre. Mais arrivé ici, il se marie. Mm. Parce que l'expérience migratoire nous fait travailler nos intersections. Mm. Ici, ça n'existe pas. C'est comme si ce combat n'a aucun Mais mes sens. frères, la plupart de leurs amis sont dominicains parce que quand mes frères sont arrivés ici, ils sont allés au secondaire et le fait qu'ils parlaient l'espagnol, ben, ça a fait ils se sont liés d'amitié avec des Dominicains. Donc, la plupart des amis de mes frères, c'est des Dominicains OK, mais depuis une l'haïtien, vingtaine d'années. en Haïti avec les Dominicains, C'est pas le même contexte Donc, ça social. se parle pas, donc, ça. C'est pas le même c'est pour contexte ça social. il y a un effet Mhm. du contexte, du système social, politique, économique sur la manière dont les communautés cohabitent. Mhm. Voyez-vous? Donc, il y a en Haïti, en République dominicaine, l'haïtien est perçu comme quelqu'un qui vient amener la misère, qui ne peut pas résoudre ses propres problèmes Mm. et qui vient chez les Dominicains pour, Prendre. oui, pour prendre. Et en plus, il y a un contexte historique Mhm. qui fait en sorte que dans le passé, ils avaient tué plusieurs Haïtiens. Je parle de Balaguer, 50 000 si je ne me trompe pas. Et ce génocide, c'était pour nettoyer La République Nettoyer la dominicaine, race. oui, oui, un nettoyage ethnique. Blanchir. Et dans le passé aussi, je me demande si c'est sur, je ne me rappelle plus, sur Boyer, ils ont occupé la République dominicaine. Donc, cette occupation fait dire aux Dominicains que nous avons une honte mm, qui commande une revanche sociale, historique, pour pas seulement empêcher la reproduction, mais ne jamais dire que nous avons été comme colonisés par ces nègres. ouf, Mhm. ça a dû être un Donc, choc pour eux, là. justement, les institutions sont montées contre les Haïtiens. Mm. Donc, c'est l'ennemi à À abattre. battre. C'est un peu ça. Mais c'est ce qu'on voit avec toutes les difficultés qu'on a vues dernièrement avec la République dominicaine, bon, la construction du canal. Donc, toute cette Mhm. dynamique qu'il y a eu avec le président qui ne voulait pas, qui voulait bloquer. Mais ça continue parce qu'il y a beaucoup de justice qui est faite aux personnes haïtiennes et pourtant on partage le même île. Oui. Une île, on partage la même île. Donc, il y a toujours cette chicane-là Mhm. entre les deux peuples. Mais arrivé au Québec, ils se marient. Oui, Mhm. oui. Je suis étonné de voir combien il y a de convergence entre eux. Mais il faut dire aussi que la République dominicaine n'est pas comme un bloc monolithique
par rapport à la compréhension de l'homme haïtien. Il y a des Dominicaines, des Dominicains qui sont des amis, des voisins qui s'apprécient, même quand la mouvance politique est anti-haïtienne, il y a des rapprochements qui se font quand même. Voyez-vous? Ça, c'est important. Ça, c'est Et il y a important. des Haïtiens qui résident en République depuis des décennies et qui sont quand même prospères. Il y en a Oui, qui sont nés là-bas et ils se sont bien fondus dans la culture dominicaine, si on veut. définitivement. Ouais. Donc, cette conversation, nous avons pu l'avoir et je crois que on a passé à travers différents points et enjeux. Alors, on va passer à le dernier segment, leadership et avenir. Donc, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut réussir au Québec, étant que noir, ou ailleurs dans le monde, où est-ce qu'on est plus dans notre pays, peut-on réussir sans se neutraliser? Et pourquoi notre façon de parler serait à revoir ou à ajuster? Pourquoi ce serait inadéquat de parler comme je parle? D'avoir ces expressions qui deviennent tout à fait naturelles, qui disent Eh, tu l'as regardé là, là, ah, lui là! Pourquoi je devrais changer ça pour être bien compris ou être à ma place au Québec étant que néo-québécois, québécoise? Écoute, je ne sais pas par où commencer, quel point que... Parce que là, tu as touché, c'est une question à plusieurs points. Il y a le leadership. Je ne sais pas si tu veux qu'on commence avec ça, ou bien avec les points sur l'identité, sur nos codes de Peut-on réussir? communication. Oui. On peut réussir peu importe où on est. C'est sûr qu'il y a des endroits où par défaut, il y a plus d'obstacles. Si je suis en Haïti, il faut que je sois un petit peu plus créatif. Si je n'ai pas les moyens financiers pour m'en sortir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment l'emploi, c'est pas comme au Québec, c'est pas comme aux États-Unis. Il y a de l'emploi, mais c'est pas comme ici, Mhm, tu mhm. vois. Donc, quand un étudiant, un jeune haïtien, une jeune haïtienne finit ses études, par exemple, on va dire quelqu'un qui est diplômé en communication, est-ce qu'il va trouver un emploi dans 3 mois, dans 6 mois? Je ne crois pas, à moins qu'il ait certains contacts. Mais pendant ce temps, il faut qu'il mange. Donc, il faut qu'il se crée des moyens pour pouvoir créer cette entrée d'argent dont il a besoin. Donc, je pense que l'obstacle ou les difficultés peuvent être différentes selon d'où ce qu'on est. Au Québec, évidemment, il y a évidemment le racisme systémique qui fait en sorte que oui, on va être embauché pour un poste, une position, mais rendu là, on entend, bon, pourquoi que j'ai pas les mêmes opportunités que mon collègue? Pourquoi que lui ou elle a eu des promotions, moi j'en ai pas eu? Pourquoi que je suis surveillée à la loupe autant? Mais c'est peut-être pas la réalité de tout le monde. On va pas dire que c'est tout le monde qui est discriminé dans le cadre dans un cadre professionnel, mais ça arrive. Mhm. Mais on peut réussir, peu importe où on est. Oui, on peut réussir. Alors, peut-on réussir sans se neutraliser? À mon sens, oui, mais ça demande souvent une lucidité stratégique. Mm. Si tu t'en vas à la télévision pour parler, ton audience, c'est la majorité Ouais. québécoise. Mhm. Alors à ce moment, il va falloir, en toute lucidité, essayer d'adopter Mm. ce langage, ne serait-ce que pour être recruté. Mais Mm. cependant, il ne faut pas tomber dans l'autocensure. Mm. Cette adaptation, si c'est pour avoir ce que tu veux, peut-être une adaptation qui consiste justement à développer une compétence, mais sans tomber dans l'effacement de soi, dans l'autocensure. Il y a une autre façon de faire qui correspond à ce que j'appellerais la fatigue identitaire. C'est-à-dire, tu ne veux plus être toi-même. Il ne Mm. faut pas arriver là. Donc, Mm. c'est là que la neutralisation peut poser un problème. Mais les gens comme moi, cette négociation de Mm. l'identité ethnique, elle ne peut pas arriver là. Si je ne peux pas être moi-même,
j'aurais de la difficulté à assumer une fonction qui demande une neutralisation, tu vois. Donc, mais cela va sans dire, il y a une double dialectique euh, et le milieu me change et je change aussi le milieu. Mhm. C'est sûr que lorsque j'arrivais ici, ma manière de parler diffère beaucoup de mon expérience d'aujourd'hui. Il y a une socialisation au terme de Mhm. laquelle plusieurs aspects ont changé parce que tu n'es pas dans le milieu où tu es le groupe dominant. C'est inévitable. Il y a des aspects que tu vas négocier, mais sans jamais tomber dans l'effacement de Mhm. toi-même ou bien dans l'autocensure, juste pour correspondre à quelqu'un d'autre. Donc, ce que j'appelle la fatigue identitaire. J'ai vu des collègues qui ont connu cette fatigue, mais c'est le prix de leur réussite. Mhm. S'effacer, ne plus exister, ne plus être. Mais moi, je ne peux pas. Mhm. C'est pas mon genre. Mhm. Donc, on arrive à la fin de cette belle conversation sur la conversation noire. C'est sûr qu'on ne pouvait pas aborder tous les aspects sur la conversation noire. On a été vraiment sur certains points les plus importants. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent ça et qui a cette dualité en eux, qui se trouvent un peu mitigés, en train de se battre avec eux-mêmes et versus la société dans laquelle qu'elles se développent, ces personnes-là vont à l'école, ils vont travailler, ils côtoient du monde. Un dernier mot que vous aurez à dire à ces personnes-là qui se sentent, qui disent, moi, je suis haïtien, puis, mais il ne peut pas vivre. Je ne peux pas vivre. Non, il ne peut pas vivre son identité de manière complète. Tu sais, si je peux le dire ainsi. Tu sais, il revendique que moi, je suis haïtien, mais tu sais, quand il arrive au travail, mais regarde, ici, on ne fait pas ça comme ça, c'est comme ça. Tu sais, genre, c'est soit tu t'adaptes. Après, là, il crie au meurtre, là, il crie à toutes sortes de mots pour dire que comment cette personne peut, comment dirais-je, trouver l'équilibre de garder son identité tout en s'intégrant dans la société dans laquelle elle évolue. Alors, de mon point de vue, l'intégration demande des compromis. Tu ne resteras pas entier dans tes conceptions. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui compose le noyau dur de ton haïtianité, qu'est-ce qui ne se négocie pas et qu'est-ce qui peut se négocier. Parce qu'il y a toujours, quand tu viens dans une société, des mécanismes de négociation de l'identité ethnique. Certains parlent d'identité fragmentée, etc. Toutes des façons de montrer cette dynamique. Tu ne peux pas vivre dans un autre espace où d'autres valeurs sont véhiculées et croire que tu resteras entier comme si tu vivais en Haïti. Et déjà, l'haïtianité doit être considérée dans sa positivité comme dans sa négativité. Ainsi en est-il de toutes les communautés. Donc, il y a des aspects qui méritent d'être revisités parce qu'on les faisait, étant donné la précarité, étant donné l'accessibilité de certaines choses. Maintenant, tout se redéfinit dans ce nouveau contexte. On doit, pour les besoins de l'intégration, négocier certains aspects. Donc, c'est faire preuve d'intelligence parce que dans un contexte capitaliste, c'est aussi une question de survie. Mhm. La société ne va pas t'attendre. C'est une société dynamique qui bouge. Donc, si l'ajustement culturel tarde à venir, l'intégration aussi va prendre du temps et ça va peser, le retard va peser sur la vie de la personne et très sérieusement. Donc, il faut prendre le temps de s'ajuster, de réfléchir, de savoir aussi c'est quoi le noyau dur et de ne pas avoir la nostalgie de l'haïtianité dans toute sa mesure. Mhm. C'est une haïtianité qui se redéfinit. L'haïtien qui a vécu en diaspora, qui a une charte diasporique sérieuse, n'est pas l'haïtien qui vit son quotidien en Haïti, qui se retrouve dans une prison à ciel ouvert dans certains endroits, qui a un autre rapport à l'humain, qui a une façon de conduire sa voiture. Moi, je me rappelle mon usage du klaxon. C'est même pas si ma voiture a un klaxon maintenant.
Donc, c'était toujours le klaxon pour passer. Ici, Mm. c'est construit autrement. C'est la rage au volant. Mm. Mm. Alors que là où j'étais, si j'ai pas mon klaxon, Mm. si ça ne fonctionne pas, je risque de ne pas pouvoir me déplacer d'un point vers un autre de Mm. manière efficace et efficiente. Donc, c'est une autre réalité. Donc, on doit être conscient. Quand tu viens dans un paysage, le paysage aussi te change. Ta densité, le nombre te permet aussi de faire des reconfigurations. Par exemple, je vois le mot nègre, j'entends d'autres communautés l'utiliser. Mhm. Ouais. J'entends d'autres mots, voilà, wesh, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est comment dirais-je? Tu te demandes, mais j'ai entendu quelqu'un me dire wesh, j'ai dit, mais wesh quoi? Moi, wesh veut dire quelque chose de précis. Mhm. Quelqu'un m'a dit une fois, voilà. Et j'ai dit, est-ce que la personne me dit voilà sans comprendre? Je n'ai pas compris que d'autres mots étaient en train de véhiculer. C'est-à-dire que même notre langage change. Ce n'est pas une logique d'imposition, c'est une logique d'interstructuration. Je donne, on me donne. Je ne peux pas prétendre donner sans recevoir. Et recevoir change et change profondément. À nous de savoir, c'est quoi la limite. Et souvent, les limites supposées à un certain moment de la vie tombent. Et des fois, il y a des aspects qu'on avait largués qui reviennent en force au moment où on vieillit. Je prends un exemple éloquent. J'ai un ami qui, lorsqu'il mange en matinée, c'est des bananes bien lourdes. Ah, banane plantain. Oui. OK. Et puis, j'ai un collègue québécois qui l'avait vu et puis il a dit, pour de vrai, mais c'est le matin. Mais c'est ce que je mange le matin. Je voyais qu'il était sidéré. J'ai vu mon ami changer de registre et ne pas prendre ces aspects lourds. Mais au départ, il me disait, moi, je peux pas, je comprends pas. Mais maintenant, la réalité du marché du travail l'a façonné. Mm. 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 Il a compris qu'il n'a pas le temps de préparer quelque chose de lourd en même temps qu'avant. Les Donc, c'est un spaghettis. autre rapport, oui, c'est un autre Mm. rapport, même sur le plan culinaire, ce que nous mangeons, parce que les plats, c'est sociologique, Mm. mais même ces aspects évoluent parce que tu rentres dans une communauté. Donc, mon collègue était sidéré, lui, il s'étonnait que l'autre était sidéré. Moi, dans l'entre-deux, j'ai eu les deux habitudes. Banane et arrosson. J'ai eu les deux habitudes. J'ai compris le problème. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu. Et surtout le hareng, l'odeur peut être un Oui. peu forte. Ben, justement, si tu t'en vas dans le milieu du travail et puis Oui. on respire ça, les gens vont dire, Oui, surtout tôt le matin. Oui. Tôt le Ça va matin, commencer, ça va oui. Oui, ça c'est un code qu'il faut Oui. comprendre. et chez nous, c'était pas possible. Non, du tout. Arrivé là, c'est pour ça que je vous dis, tu ne donnes pas seulement, tu prends. Mm. Et tu ne peux pas rester entier. La migration informe, déforme et ne laisse personne confiance. Wow. Mais moi, ce que je peux ajouter, selon moi, c'est que je crois que la plupart des Haïtiens sont bien intégrés à la société québécoise. Tout d'abord par la langue, parce qu'en Haïti, on parle le français. Donc ici, on n'a pas nécessairement à apprendre une nouvelle langue. C'est sûr qu'il y a le français du québécois avec le français haïtien qui D'Haïti, sont non, c'est totalement pas pareil. différents. Mhm. Donc, il y a des expressions que ça prend quelques mois, pour certains quelques années, pour bien comprendre. Et au niveau de l'intégration, je dirais que selon les générations, un Haïtien qui arrive, qui est déjà diplômé dans son domaine et qui va continuer dans le même métier, si on veut, ça va lui prendre un certain temps pour s'adapter, mais à l'intérieur de 2, 3 ans, je pense qu'il va être plus ou moins intégré. Si on va au niveau des jeunes, un jeune qui est né ici, il y a pas d'intégration il Non, y a pas d'intégration à faire. c'est ça. OK? Moi, mes enfants sont dans la vingtaine et je peux dire que leurs amis, ils ont grandi à Pointe-aux-Trembles. Leurs amis, c'est des Québécois, des
latinos, des maghrébins. Un des meilleurs amis de mon garçon, c'est un Québécois. Donc, on voit ce maillage culturel dépendamment des générations. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un mélange de culture et de langue. Donc, vu que chez la nouvelle génération, si on veut, là, les jeunes dans la vingtaine, mettons entre 16 et 25 ans, ils vont à l'école avec des Latinos, avec des Maghrébins, avec des amis de l'Afrique. Ça fait qu'ils mélangent des mots. Donc, le Maghrébin, il va utiliser nègre, il va utiliser femme moins. Voilà, je l'entends très souvent. Je ne suis Oui, pas très je suis pas certaine de ce sûre. que ça veut Moi dire, non plus. mais c'est très utilisé. Je sais pas ce que ça veut dire, je l'entends aussi. Je pense que ça veut dire oui. Je crois que c'est un genre d'affirmation. Je pense que c'est un genre d'affirmation. Mais il y a un grand mélange Ouais. chez les jeunes de 25 ans et moins, parce que c'est normal de mélanger le créole avec certaines expressions Oui. latino, certaines expressions maghrébines. Mais encore là, je ne sais pas si vous connaissez le code switch. Le code switch, c'est une personne, par exemple, de race noire qui va parler d'une certaine façon entre elles. Donc, quand toi et moi, on parle, en tant qu'Haïtienne, on me dit oh oh. Ah. Mais on sait que si on fait ça avec un Québécois, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Ouais. Oh oh. Hein, pardon? Non, mais il y a différentes O, hein. Il y a le... Oui. Tu Oui. sais, il y a différentes... Dépendamment du contexte. Ouais. Dépendamment du contexte. Donc, il y a le code switch qui fait qu'on sait de quelle façon parler le français quand on est entre nous. Mais quand on est avec des Québécois et d'autres nationalités, là, c'est un français plus universel. Ouais. Donc ça, je pense que ça se fait automatiquement. Et comme j'ai dit, avec le temps, quelqu'un qui arrive au Québec pour la première fois, ça lui prend peut-être 2, 3 ans pour s'intégrer un petit peu plus. Je pense que ceux ou celles qui ont... Je vais pas utiliser le mot difficulté parce que je ne veux pas que ça soit perçu de façon péjorative, Mhm. mais nos parents qui n'auraient pas été intégrés au marché du travail ou bien de l'éducation et qui seraient restés plutôt juste dans le milieu entre Haïtiens, je pense qu'il n'y a pas cette intégration qui a C'est été vrai. faite. Mais nous Ouais. qui participons activement à la vie québécoise, on côtoie des Québécois au travail, à l'école. Donc, ça se fait, je pense qu'il n'y a pas de problème d'intégration selon Ouais. moi. Sans rentrer trop dans les détails, je sais qu'on a dit que c'était la fin, mais pendant que Joseph parlait, puis j'ai remarqué aussi, je me dis, ça dépend aussi de l'éducation, sans comme discriminer ou du moins Mhm. se pointer quelqu'un du droit, mais je pense que conversation noire, comment on communique et comprendre cette dynamisme et savoir quand est-ce s'arrêter ou que moi je dois savoir que ben là, à un moment donné, il va falloir que je laisse tomber certaines choses pour que je puisse accueillir ma nouvelle société. Je pense qu'il y a beaucoup, ça vient aussi du niveau d'éducation de la personne. Parce que plus que cette personne-là, ça fait des hautes études, donc ça a été peut-être plus facile pour toi, ça a facilité pour pouvoir comprendre tout ça et Oui, parce puis que tu as t'ajuster. côtoyé des gens de toutes les nationalités C'est au cégep, à ça. Mais l'université. si le moindrement t'arrive, puis malheureusement, ça n'a pas été facile pour toi de pouvoir avoir un certain niveau d'études, j'imagine que ça c'est un enjeu qui va faire en sorte que la personne peut rester, disons, de côté et Mhm. qu'elle n'arrive pas à percer ce mur d'intégration qu'on veut lui faire voir. Elle va peut-être rester en arrière, non seulement parce qu'elle ne veut pas s'intégrer, mais c'est difficile pour elle. Elle part de plus loin, si je peux le dire comme ça. Euh, une personne qui aurait moins la facilité, on va dire, qui n'a pas eu la chance de se rendre à Mhm. l'école pour toutes sortes de raisons là, qu'on Mhm. comprend aussi. Mhm. Mais alors, moi, j'ai tendance à privilégier dans une société capitaliste l'intégration socio-économique, dans le sens où, peu importe l'étude, si tu vois que ça te donne l'argent d'être de telle manière, ah ben, tu vas t'ajuster rapidement. J'ai remarqué que ceux qui sont restés dans la précarité, sans moyen de travailler, et qui sont dans l'obligation de faire du repli identitaire, donc de rester avec eux, de rester chez eux, là, avec leur communauté, de se tenir seulement avec leur communauté, c'est pour eux que c'est plus difficile. Parce que, étant donné notre densité, c'est possible de rester dans l'entre-nous. L'entre-nous peut s'élargir. Et certains, justement, n'ont pas appris la langue. J'en ai vu même qui sont allés à l'université, Mm. qui sont incapables
de parler la langue. Arrête, c'est Bien sûr, impossible. mais oui. Comment il faut pour faire Moi, j'en ai vu à différents niveaux, j'enseigne. Pourquoi? Parce que ce cercle entre nous fonctionne tellement bien qu'ils n'ont pas à chercher Mm. ailleurs. Ils n'ont jamais été exposés. Et l'économie force l'exposition. Mais si tu construis ton cercle économique, tu n'as pas besoin d'être exposé. Mm. Imagine-toi quelqu'un qui vient et qui est caissier dans un restaurant haïtien. Même s'il sortait plus ou moins, c'est comme son vécu, l'essentiel de son Oui. temps, il le passe là. Mhm. Donc, la même personne va travailler, je ne sais pas, dans une structure où tu vois la québécité dans toutes ses expressions. Et tu t'ajustes, tu t'adaptes, ne serait-ce que pour maintenir l'emploi. Sinon, tu vas recevoir une lettre de blâme, Mais tu oui, risques de laisser tomber. Mais maintenant, même la langue, tu finis par bien t'ajuster. certainement. Donc, tu développes des stratégies de survie. Certains n'ont jamais eu à faire cet effort. Mm. Mm. Donc, ils sont restés eux-mêmes au maximum. Donc, ce que j'ai compris, il y a différentes modalités d'existence ou bien de vécu pour notre haïtianité en contexte diasporique. Et certains, arrivé à un certain moment, disons la deuxième génération, assument cette hybridité culturelle. Mm. Parce que mon fils, je le vois déjà, c'est pas moi du tout. Mm. Et des fois, je me demande si le Québec n'est pas plus chez moi qu'Haïti ne le vient. Mm. L'enfant te montre que ici, là, tu es dans une culture forte. Déjà, même si je parle créole, mon enfant, c'est comme, va toujours me répondre en français. Mm. C'est vrai. Mm. Toujours, quand je dis toujours, ce serait étonnant que je reçoive, comment dirais-je, un mot créole. Ma fille comprend le créole parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de nous surveiller. Elle Mhm. veut savoir ce qui se passe par curiosité, et curiosité de femme. Mon garçon, c'est, j'aimerais que l'enfant soit trilingue, sache le créole, le français, Mhm. l'anglais sur le bout de la langue, sachant que chaque langue que tu maîtrises, c'est une ouverture sur une communauté, Mhm. sur la nature. Mais non, 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 non. C'est le français qui organise le tout. Oui. Donc, cette hybridité, elle s'est construite avec un accent en plus du Québec Ouais. que d'Haïti. Ouais. Parce que par défaut, la culture de là où tu te trouves définit, informe une bonne partie de ce que tu fais. Alors, c'est un peu ma conception. Je ne sais pas si ça évoluera un jour, mais c'est ce que je vis au quotidien. Et moi, mes enfants dans la vingtaine, c'est rare qu'ils m'ont répondu en créole. Je ne sais pas si ça va te consoler. Ils comprennent le créole. À la maison, évidemment, je parle créole avec eux 80% du temps, mais ils répondent en français. Donc, ça fait partie de l'hybridité culturelle, comme tu dis. Ils Mhm. savent qu'ils sont haïtiens, mais le fait qu'ils parlent le français avec leurs amis, c'est normal et je pense que le fait qu'ils savent que si nous parlons en français, on comprend, je pense que c'est pour ça qu'ils ne s'efforcent pas. Mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est normal et si je peux prendre un autre cas en exemple, la femme de mon frère est italienne et puis à un moment donné, je lui dis: «Ben, tu parles italien?» Elle était étonnée. Elle me dit: «Non, c'est plus, l'anglais ou le français qu'elle Qu'elle parle à la parle, maison». ouais. Donc même chez d'autres cultures, on voit, cette, hybridité si on veut. Ils utilisent plus la langue, dans laquelle ils évoluent, soit l'anglais ou le C'est ça. français. C'est vrai, c'est Mmh. vrai. Les Mmh. parents peuvent ne pas parler, on va dire. Moi, j'avais quelqu'un comme ça, il est italien, il est marié avec une femme, je ne me rappelle pas si elle est roumaine, mais lui, il ne parle pas italien, mais il parle français et anglais. Mmh. Sa femme ne parle pas le roumain, elle parle français et anglais. Ils s'expriment le plus souvent en anglais, c'est comme un peu leur langue commune. Leur fille, qui est née au Québec, qui se fait garder par grand-maman italienne et grand-maman roumaine, elle parle français, anglais, euh, Italien. italien. Roumain. Oui, parce qu'elle se fait garder par les deux Mmh. grands-parents qui sont Mmh. différents de d'autres Culture. langues.
Puis les parents, les autres, ils parlent pas leur langue d'origine parce qu'ils ont grandi ici, Au tout ça. Québec. Fait que c'était particulier. J'ai dit, oh, Mm. wow. Il dit, oui, notre fille, elle est capable, mais pas nous autres. Et ouais, Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué que mes enfants parlent l'anglais, Mm. que moi, je ne parle jamais. la télé, La télé, les amis, la garderie, la l'école, je garderie. sais pas. Mais c'est Euh, étonnant. Oui, les amis. Jusqu'à présent, je ne parle pas l'anglais. Ouais. ben, c'est eux qui vont te montrer. Ouais. Oh, Puis ils ont développé leur propre langage. Oui. Bon, on parle du franglais, mais maintenant, il y a tout un mélange Oui. d'anglais. Dans la même phrase, tu peux avoir Du le créole, français, du créole, de de l'espagnol. l'espagnol, de Oui. l'anglais et de C'est ça l'arabe les nouvelles aussi. générations. Ouais. Les moins de 30 ans, là, ils mélangent toutes les langues. Toutes les langues Oui, oui, sont oui. bien là-dedans. Oui. Donc, Conversation Noire, merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que Merci ça à va pas toi. être la dernière. Mm. Ça fait plaisir. Donc, on a essayé de vraiment aller sur certains points sur Conversation Noire, des conversations qui dérangent, qu'on n'ose pas en parler parce que, bon, on a peur des préjugés. Donc, comme on l'a dit au début, ce n'est pas un espace pour faire le procès de quiconque, mais vraiment de mettre carte sur table et d'en discuter librement avec différents points de vue, différentes réalités. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous à notre prochain épisode que nous allons vous donner plus d'informations plus tard. Donc, merci.